Alors, je m'inscris tout à fait dans la continuité de l'exposé précédent. Ma présentation aura un caractère plus systématique et plus conceptuel. C'est une tentative d'interprétation de notre situation actuelle, de la situation actuelle du système capitaliste, à travers cette notion de démarchandisation. Alors, je commencerai par des concepts, enfin, essayer de clarifier ces notions de marchandisation, démarchandisation. Ensuite, montrer que la fin de la croissance peut s'interpréter comme un épuisement du processus de marchandisation des besoins sociaux. Montrer ensuite qu'un certain nombre d'initiatives et de pratiques émergentes d'hybridation de la logique marchande peuvent s'interpréter comme des réponses à cette situation d'épuisement de la croissance, et enfin faire quelques propositions sur ce que pourrait être une politique qui prenne en compte cette dynamique de démarchandisation. Alors, commencer par la marchandisation. Alors, la marchandisation, on peut au sens large du terme, je la prends dans un sens inclusif, qui inclut trois processus distincts. D'abord, on pourrait dire la marchandisation proprement dite, c'est-à-dire l'extension, l'unification et la libéralisation des marchés, l'intensification de la concurrence, la mondialisation, donc tout ce qui concerne le fonctionnement des marchés de biens. Deuxièmement, la monétarisation de l'échange social, le fait que l'argent devienne une médiation dans un certain nombre de domaines, comme par exemple le sport typiquement, mais on pourrait bien prendre bien d'autres domaines, dans des domaines où jusque-là qui étaient un peu hors de la monétarisation. Et puis la financiarisation, qu'on peut définir comme la marchandisation des titres de créance et de propriété. Et donc ces trois processus, phénomènes distincts, sont en fait étroitement corrélés, reliés, et on peut, à bon droit, les considérer comme un processus historique unique qui domine l'évolution de nos sociétés depuis plusieurs siècles. Alors, la démarchandisation, on pourrait dire, c'est l'inverse de la marchandisation, mais dans la littérature socio-économique, surtout depuis Karl Polanyi ou depuis les travaux de Esping Andersen en Suède, la démarchandisation, le mot démarchandisation a été utilisé dans un sens plus précis comme le phénomène de réduction de la dépendance des individus vis-à-vis des marchés grâce au système de protection sociale. Donc, si on reprend ces analyses, on a assisté dans les pays industrialisés, enfin en tout cas en Europe, après la Seconde Guerre mondiale, à un processus de démarchandisation dans le sens précis où les conditions de vie des salariés ont été partiellement déconnectées du fonctionnement des marchés. Alors, dans mon livre sur la démarchandisation, j'emploie le mot démarchandisation dans un sens plus large, qui correspond plus à le contraire de la marchandisation, en quelque sorte. Donc, on peut parler de démarchandisation pour désigner différentes formes d'altération du caractère marchand de l'économie, comme la segmentation des marchés, la démondialisation, la normalisation technique qui impose des contraintes au fonctionnement des marchés, mais aussi des phénomènes de coproduction, de partenariat, de mutualisation, d'échange pair à pair, et puis aussi la prégnance d'autres formes d'évaluation des biens que l'évaluation marchande. Alors typiquement, on peut reprendre ça dans différentes catégories. On a d'une part des phénomènes de démarchandisation, de démonétarisation, comme par exemple le développement des échanges gratuits sur Internet, les logiciels libres, l'économie collaborative, les phénomènes de troc, la mutualisation, le covoiturage, la colocation, toutes ces choses qui intègrent des formes d'échange qui ne sont pas typiquement marchandes. Un deuxième phénomène que je rentre dans ce phénomène de démarchandisation, c'est le fait que les entreprises et
les acteurs économiques, en général, sont obligés de dépenser davantage d'argent et de ressources pour produire des biens non monétarisables, non marchands, comme typiquement l'environnement et la sécurité, le fait qu'on soit obligé de dépenser de l'argent pour produire ces biens qui ne sont pas eux-mêmes des biens marchands. Un troisième phénomène, c'est le développement d'un certain nombre de procédures d'évaluation non monétaires, comme les nouveaux indicateurs de richesse ou la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Un quatrième phénomène, c'est l'apparition, notamment sous l'effet des contraintes écologiques, à travers l'économie circulaire, etc., de nouvelles combinaisons de concurrence et de coopération, ce qu'on retrouve aussi dans l'économie collaborative, et donc finalement l'apparition de modèles d'affaires et d'organisations hybrides qui combinent des logiques marchandes et des logiques non marchandes. Et ces différents phénomènes peuvent s'analyser comme l'indice d'un déport de la demande sociale vers des valeurs d'usage non circulantes, ce qu'on pourrait appeler des non-marchandises, ou on pourrait dire aussi comme l'émergence de formes de valorisation contextualisées, socialisées, inscrites, réencastrées, pour reprendre la terminologie de Karl Polanyi, dans un contexte marqué évidemment par des doutes sur la viabilité et les vertus de la croissance marchande. Alors, deuxième temps de mon exposé, montrer que la fin de la croissance, le ralentissement de la croissance, s'explique principalement, enfin l'explication la plus fondamentale, c'est un mécanisme d'épuisement des processus de marchandisation. D'abord, le ralentissement de la croissance, et j'avais prévu de vous montrer un graphique qui montre à quel point c'est un phénomène tendanciel depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans un pays comme la France, où on voit que décennie après décennie, le taux de croissance ralentit. C'est un phénomène structurel qui va bien au-delà qui ne s'explique pas uniquement par les erreurs politiques économiques, la rigueur, l'Europe, etc. C'est un phénomène qui n'est pas propre à la France, contrairement à ce qu'on a tendance à dire. Et donc il faut chercher des explications véritablement structurelles et des explications qui touchent au cœur du réacteur de l'économie capitaliste, c'est-à-dire la transformation de la demande sociale en marchandises et en profit. Alors, sans rentrer dans une théorie générale de l'épuisement de la croissance marchande, je vais donner trois phénomènes, trois processus qui me semblent emblématiques de ce qui est sous-jacent à ce ralentissement de l'économie capitaliste. D'abord, le développement de services collectifs à caractère relationnel ou communicationnel, comme la santé, les services sociaux, la sécurité, etc. Tous ces biens qui prennent davantage d'importance, mais qui ne sont pas véritablement des marchandises, parce qu'on ne peut pas en tirer des profits, on ne peut pas en tirer des biens qui circulent sur les marchés. Et c'est assez évident aujourd'hui, quand on regarde la structure de l'emploi, que les emplois se concentrent dans ce genre d'activité. Un deuxième phénomène, c'est l'impact d'Internet et des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur les marchés et sur la destruction de valeurs marchandes. Alors, il se trouve que je fais actuellement une mission dans mon ministère sur la presse, à travers la question des éco-contributions, enfin bref, le recyclage du papier, je passe le contexte. Toujours est-il que quand on interroge aujourd'hui les syndicats d'entreprises de presse, on constate que eh bien, c'est la Bérésina, ils perdent 5% de pouvoir de vente sur les tirages papier chaque année, et ils n'arrivent pas à bâtir des modèles avec Internet qui leur permettent de rattraper ce manque à gagner, c'est-à-dire qu'on a véritablement une déperdition de valeur marchande sous l'effet d'Internet,
Et on retrouve le même phénomène dans beaucoup d'industries culturelles qui ont quand même un poids économique absolument considérable. Et ça s'explique très bien parce que finalement Internet est un outil qui offre à un certain nombre de gens la possibilité et l'opportunité d'échanger gratuitement des biens, et un certain nombre de gens trouvent intérêt à fournir gratuitement des biens culturels et de l'information sur Internet, pour tout un ensemble de raisons. Et le troisième phénomène, c'est, je l'ai déjà un peu dit, c'est le fait d'être obligé, que les acteurs économiques sont obligés de produire des externalités non monétaires et des biens communs environnementaux, ce qui évidemment pèse forcément sur la croissance marchande. Et de là résulte un phénomène qui a été analysé par les économistes mainstream, comme par exemple Patrick Artus, qui est la baisse apparente de la productivité des facteurs. Baisse apparente des facteurs, de la productivité des facteurs, qui ne s'explique absolument pas, comme on le dit parfois, par un déclin de l'innovation. L'innovation, elle est toujours là, simplement cette innovation, elle ne se traduit plus par la production de valeurs marchandes ou par des gains de productivité dans la production de valeurs marchandes, mais elle se traduit par la production de ce que j'appelle des non-marchandises, c'est-à-dire des biens qui ont de la valeur pour la société, mais qui ne circulent pas, qui ne se valorisent pas sur des marchés. Donc, mon hypothèse de recherche, c'est que le potentiel de développement des pays anciennement industrialisés se trouve aujourd'hui dans les marges de l'économie de marché, dans des formes d'hybridation entre la logique marchande et d'autres logiques sociales. Et en fait, on voit qu'un certain nombre d'initiatives et d'innovations peuvent s'interpréter dans cette perspective. Et notamment, on le constate à travers ce que j'appelle des modèles d'affaires et des organisations hybrides, qui sont des activités marchandes, c'est-à-dire qui produisent des biens marchands, mais qui en même temps mobilisent des ressources sociales gratuites, ce qu'on pourrait appeler le capital social au sens du sociologue américain Robert Putnam, c'est-à-dire les réseaux, la confiance, les normes et les institutions, et qui produisent des biens non monétarisables, donc qui s'inscrivent dans ce qu'on pourrait appeler un échange généralisé, un pied dans l'échange marchand et un pied dans un échange social plus large, où s'échangent des biens sous une forme non monétaire et non marchande. Et la viabilité, l'efficacité de ces organisations repose sur des formes de coopération et de coproduction, et avec des résultats qui sont en partie évalués à l'aune de critères non exclusivement marchands. Alors, les principaux exemples, c'est quelque chose qui est déjà un peu ancien, c'est l'économie sociale et solidaire, dont on sait très bien qu'elle repose sur l'hybridation des ressources, puisque c'est des organisations marchandes qui mobilisent des ressources publiques et des ressources associatives sous forme de contributions bénévoles, et puis elles produisent de la cohésion sociale en plus des biens marchands. Alors l'économie circulaire, c'est toutes les formes d'organisation qui se mettent en place au sein du monde productif autour des questions d'optimisation de l'usage des ressources, de recyclage, de réutilisation, etc., et qui impliquent de nouvelles formes de coopération entre les entreprises et de nouvelles manières d'évaluer leur activité en termes non plus seulement marchands, mais en termes d'efficience écologique. L'économie de la fonctionnalité, c'est le Vélib, l'Autolib, etc., mais aussi des modèles business to business, par exemple le fait qu'une entreprise comme Xerox fournisse des services de vente, d'impression et de photocopie à la page plutôt que de vendre des biens. Or, quand on analyse très précisément ces expériences d'économie de la fonctionnalité, on voit qu'elles mettent en jeu des formes de partenariat, de coopération
d'imbrication des intérêts des différents partenaires et qu'elles font entrer dans des formes de relations qui débordent l'échange marchand et qui impliquent par exemple le fait que le prestataire est amené à former les utilisateurs pour qu'ils utilisent plus efficacement les biens et que, bien sûr, aussi ça a des intérêts. Un des aspects de la démarchandisation qui est lié à l'économie de la fonctionnalité, c'est qu'elle vise explicitement des externalités environnementales sous forme de réduction des flux d'énergie et de matière. Alors le cas de l'économie collaborative est plus complexe puisqu'on y trouve à la fois des choses comme Uber qui s'apparentent à des formes d'hypermarchandisation et d'autres choses comme Wikipédia ou Blablacar qui sont plus nettement du côté de la coopération, de l'échange pair à pair et donc de certaines formes de démarchandisation avec là aussi des finalités qui sont à la fois économiques et qui sont en partie sociales et environnementales. Alors on pourrait reprendre en détail tous ces différents exemples évidemment parce qu'ils sont très différents les uns des autres, mais ce qu'ils ont en commun, c'est donc, on pourrait dire, c'est de s'inscrire dans une économie généralisée où on a du monétaire et du non monétaire, à la fois du côté des intrants, des ressources consommées, et à la fois de ce qui est produit. Un autre aspect de cette démarchandisation, c'est qu'elle s'accompagne généralement d'une dématérialisation et d'un primat de l'usage sur la propriété. L'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité et l'économie collaborative participent toutes, à leur manière, d'une logique de dématérialisation et d'usage optimal des ressources physiques. Par exemple, si on prend Airbnb, ce développement cette plateforme qui permet aux gens de louer leur chambre de bonne, etc., ça quand même, quels que soient les inconvénients par ailleurs et les problèmes que ça pose, c'est quand même au premier degré une logique de dématérialisation parce que ça permet de produire plus de services avec un même bien matériel. Et puis, c'est une logique qui conduit les gens à privilégier des logiques d'usage sur la propriété. Or, l'échange marchand est structurellement lié à la propriété, au fait que ce qu'on vise dans l'échange marchand, c'est d'échanger des titres de propriété, et dès qu'on se préoccupe d'optimiser des usages, on rentre beaucoup plus facilement dans des logiques coopératives, dans des logiques de mutualisation qui font sortir d'une manière ou d'une autre du strict cadre de l'échange marchand. Et plus radicalement, de manière plus conceptuelle, on peut dire que ces pratiques amènent à prendre en considération l'utilité et la rareté des biens en deçà, en quelque sorte, ou par-delà leur valeur marchande. Donc on est dans un processus de déconstruction de ce qui fait le concept central du marché, c'est-à-dire l'idée d'une valeur économique qui est au croisement de l'utilité et de la rareté. On déconstruit en quelque sorte ce que le marché a tendance à intégrer dans un seul type de valeur. Et pour faire bonne mesure, un autre aspect de cette démarchandisation, c'est donc des évolutions qui se traduisent par des tentatives de réencastrement de l'outil monétaire lui-même et de la finance elle-même, à travers l'épargne socialement responsable, à travers la responsabilité sociale des entreprises, donc pour avoir un fonctionnement, la visée étant que la valeur du capital lui-même et les actes d'investissement tiennent compte des externalités et de l'impact social et environnemental des activités. Alors évidemment, on peut dire que c'est du greenwashing, c'est très superficiel par rapport au fonctionnement réel du capitalisme, mais enfin, c'est quand même des logiques dont il faut tenir compte. On pourrait aller plus loin
Et on voit apparaître aujourd'hui des projets de constitutionnalisation de l'entreprise, c'est-à-dire de réforme de l'entreprise comme institution pour qu'elle tienne compte dans sa gouvernance du fait que l'entreprise ne produit pas seulement des biens marchands, mais également de la cohésion sociale, mais également des externalités environnementales. Et puis pour finir, il faut mentionner ce phénomène un peu marginal, un peu anecdotique, que sont les monnaies complémentaires, les monnaies locales, qui sont, on pourrait dire, une autre stratégie pour réencastrer la finance et pour mettre l'outil monétaire au service de la cohésion d'un territoire. Alors, je termine rapidement maintenant sur l'aspect politique, c'est-à-dire qu'est-ce que, si on accorde un peu de crédit à ce genre d'analyse, en quoi est-ce que ça pourrait changer radicalement une politique de gauche et amener donc à concevoir différemment une politique de transformation du système. D'abord, ça peut amener à se poser une question qui n'est jamais posée, à ma connaissance, dans les politiques, en tout cas pas les politiques de ce gouvernement, mais j'ai jamais vu ça vraiment dans un programme de gauche, c'est qu'est-ce que ça pourrait être une politique de réduction des besoins monétaires. Une politique de démarchandisation, c'est d'abord une politique qui pourrait se fixer comme objectif donc de favoriser le développement de comment mieux vivre avec moins. Ça passe par exemple par la tarification des biens essentiels. Il y a eu des tentatives pour établir une tarification progressive en matière des services d'eau et d'électricité pour favoriser les petits consommateurs et pour au contraire décourager les usages intensifs. Ça pourrait passer par la réduction des dépenses contraintes, de toutes ces dépenses qui sont de plus en plus liées au dysfonctionnement de la société, comme l'accroissement des dépenses d'assurance, l'accroissement de toutes ces charges obligatoires qui sont liées au fait que notre société fonctionne moins bien et qu'il faut compenser ça par des coûts de transaction supplémentaires. Ça pourrait passer surtout, peut-être, par une véritable politique d'allongement de la durée de vie des biens à travers l'allongement des durées de garantie, à travers le développement de la réparabilité, de la standardisation des composants, l'encouragement à produire des biens facilement mutualisables, c'est-à-dire qui se prêtent à un usage mutualisé, encourager la mutualisation, encourager les échanges entre pairs et l'autoproduction, par exemple l'autoréhabilitation des logements, les jardins partagés, etc., l'agriculture de proximité, toutes ces manières de produire et d'échanger qui permettent de s'affranchir en partie de la logique marchande. Aménager l'espace pour faciliter une vie sans voiture à travers l'urbanisme, à travers de nouvelles formes de services collectifs, les commerces ambulants, le développement du téléachat avec livraison à domicile, etc. Deuxièmement, autre volet de ces politiques de démarchandisation, promouvoir un développement social découplé de la croissance marchande, à travers un aménagement du temps de travail qui soit un peu plus intelligent que ce qui avait été fait par les lois Aubry, c'est-à-dire qui vise des formes d'aménagement du temps de travail qui facilitent réellement la pluralisation des activités, par exemple avec un aménagement de la tranche de vie 50-70 ans pour jouer à la fois sur l'allongement de la durée d'activité pour financer les retraites et en même temps avec des formes étendues et innovantes de pré-retraite progressive pour faire qu'à partir de 50 ans, tous les salariés aient un espèce de droit pour travailler autrement et travailler à temps partiel ou travailler à des activités d'utilité sociale avec un revenu garanti. Développer des nouveaux indicateurs de richesse
c'est ce qui a été fait par la loi Eva-Sas d'avril 2015, et les utiliser comme critères d'évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire évaluer toutes les nouvelles mesures et nouvelles politiques publiques, pas seulement à travers la création de richesses et la création d'emplois marchands, mais aussi à travers le développement de leur impact sur l'environnement, bien sûr, mais aussi le lien social, mais aussi le développement d'activités non marchandes, etc. Et enfin, pour finir, et là je ne fais qu'ouvrir un très vaste sujet, c'est que, évidemment, avec tout ce que je viens de dire là, je pose un énorme problème qui est celui des ressources publiques. C'est-à-dire, si on prend des mesures qui aboutissent à un déclin de la croissance marchande, ça a évidemment pour effet de contribuer à la réduction des ressources fiscales et donc de compliquer le financement des services collectifs. C'est absolument incontournable. Et pour contourner ce problème-là, je ne vois guère qu'une solution, qui est de faire en sorte que le service public lui-même se mette en quelque sorte à l'heure du collaboratif, et donc concevoir le service public comme également composé à la fois de travail salarié et de nouvelles formes de mobilisation de la société. Alors, ça peut passer par le service civique, on peut penser immédiatement à ça, mais ça peut passer aussi par d'autres formes de mobilisation citoyenne. On a parlé par exemple de réserve citoyenne dans les écoles après les attentats de novembre dernier de Charlie Hebdo pour développer l'éducation civique dans les écoles, mais cette collaboration entre les associations et le service public de l'éducation pourrait prendre des formes beaucoup plus larges. On pourrait penser aussi bien sûr à quelque chose qui est peut-être beaucoup plus casse-gueule, beaucoup plus problématique, mais qui me semble incontournable, c'est tout le domaine de la sécurité, de l'îlotage, de la mobilisation des réservistes pour des tâches de sécurité, etc. Et puis, si on y réfléchit, on a sûrement beaucoup d'autres domaines où on pourrait penser à reconfigurer complètement le service public en convertissant en quelque sorte le concept d'économie collaborative, en le transposant dans le domaine des services collectifs. Voilà, j'ai fini. Merci.